Bonjour, je vous propose de découvrir avec moi un extrait du premier chapitre du Père Goriot, le roman de Balzac. C'est le moment du portrait de Vautrin. Les personnages balsaciens portent en eux une certaine quantité d'énergie, une force de la volonté qui s'épuise si elle est mal utilisée. C'est un principe métaphysique qui va teinter le réalisme de Balzac d'une certaine couleur fantastique. C'est notamment cette idée qui fonde la métaphore de la peau de chagrin, où les désirs exaucés réduisent progressivement l'énergie vitale et donc la longévité de celui qui la possède. Le Père Goriot est l'un de ces personnages qui s'épuise et s'éteint dans la quête impossible de contenter ses filles. Vautrin, quant à lui, est l'un de ces personnages dotés d'une énergie formidable. Avec son air jovial, ses favoris peints et son gros rire, il parvient à cacher à tout le monde sa véritable nature, beaucoup plus sombre et inquiétante. Ainsi, le portrait qu'en fait Balzac au début du Père Goriot est parsemé d'indices révélant au lecteur toute l'ambiguïté de ce personnage au passé trouble. Ma problématique. Comment, à travers ce portrait de Vautrin, le narrateur nous invite-t-il à regarder au-delà des apparences pour saisir à la fois la profondeur d'un personnage, la satire d'une société et les prémices d'une intrigue romanesque? Nous allons faire ensemble un commentaire au fil du texte, mais voici quelques axes de lecture utiles pour un commentaire composé. Un portrait où tout est lié, description physique, morale et anecdote. Un personnage dont le passé énigmatique transparaît dans ses connaissances. Une fausse naïveté du narrateur qui nous invite à restituer les liens de cause à conséquence. Les stratégies d'un personnage prêt à tout pour parvenir à ses fins. Un personnage qui aura un rôle important dans le parcours initiatique du jeune Rastignac, notamment par sa lucidité. Entre ces deux personnages et les autres, Vautrin, l'homme de 40 ans, à favoris peints, servait de transition. Il était un de ces gens dont le peuple dit « voilà un fameux gaillard ». Il avait les épaules larges, le buste bien développé, les muscles apparents, des mains épaisses, carrées et fortement marquées aux phalanges par des bouquets de poils touffus et d'un roux ardent. Sa figure, rayée par des rides prématurées, offrait des signes de dureté que démentaient ses manières souples et liantes. Sa voix de basse-taille, en harmonie avec sa grosse gaieté, ne déplaisait point. Dans son œuvre, Balzac s'attache à nous décrire des personnages variés. D'ailleurs, dans la pension Vauquer, on trouve toutes sortes de personnages, jeunes, vieux, hommes, femmes. Vautrin est le seul personnage d'âge moyen, l'homme de 40 ans. Voilà pourquoi il fait une transition entre les personnages jeunes d'un côté, Rastignac et Taillefer, et les personnes âgées de l'autre, Mademoiselle Michonneau, Monsieur Poiret et le Père Goriot. La volonté de Balzac de faire une peinture satirique de la société est perceptible notamment grâce au point de vue des autres, parfois adopté sur ses propres personnages. Par exemple ici, nous avons une expression rapportée au discours direct. Voilà un fameux gaillard. Le discours direct, ce sont des paroles rapportées telles quelles, avec des indicateurs clairs, verbe introducteur, deux points ouvrez les guillemets, majuscule. Cela fait immédiatement rentrer Vautrin dans un stéréotype, mais comme toujours chez Balzac, il faut se méfier des stéréotypes, car ils cachent des surprises. En effet, dès le début, on peut deviner que ce personnage cache quelque chose. Il porte des favoris peints et, on le sait par ailleurs, une perruque noire. Il dissimule son identité presque aussi explicitement que s'il portait un masque. Regardons maintenant la description physique du personnage. Il faut savoir que Balzac est un adepte de la physiognomonie. Cela consiste à relier les qualités morales d'une personne à ses caractéristiques physiques. Cela peut paraître un peu désuet aujourd'hui, mais la physiognomonie était une discipline en vogue au XIXe siècle, car le développement de la science à cette époque donnait beaucoup d'importance au déterminisme, aux relations de cause à conséquence. Ainsi, la description physique de Vautrin évolue très vite vers des éléments qui donnent de plus en plus d'indices psychologiques. Les épaules larges en font un personnage fort, sans doute aussi obstiné. Les mains épaisses en font un personnage actif et le roux ardent semble symboliser une grande énergie. Enfin, le visage du personnage est particulièrement révélateur. Les rides prématurées de Vautrin expriment bien un passé complexe et tourmenté. En effet, on apprendra plus tard que Vautrin est un ancien bagnard. L'ambiguïté du personnage est tout de suite perceptible. Le verbe démentir annonce le début du système d'opposition. Le personnage, joyeux et sociable, cache une certaine lucidité amère. Il était obligeant et rieur. Si quelque serrure allait mal, il l'avait bientôt démontée, rafistolée, huilée, limée, remontée en disant « ça me connaît ». Il connaissait tout d'ailleurs, les vaisseaux, la mer, la France, l'étranger, les affaires, les hommes, les événements, les lois, les hôtels et les prisons. Si quelqu'un se plaignait par trop, il lui offrait aussitôt ses services. Maintenant, on passe de la description physique à une description plus morale du personnage avec une petite remarque assertive. Il était obligeant et rieur. Cette petite phrase est d'ailleurs sans doute encore un point de vue extérieur. On le dit obligeant et rieur. Ce serait alors un discours rapporté direct libre. Des paroles rapportées telles quelles, mais sans les guillemets. En effet, cette constatation est tout de même très superficielle.
j'aurais tendance à y voir une fausse naïveté du narrateur qui nous prépare en fait à découvrir un caractère en réalité beaucoup plus complexe et profond qu'il ne le laisse entendre ici. D'ailleurs, les exemples qui sont donnés sont extrêmement ambigus. Il est capable de crocheter une serrure, drôle d'activité pour un personnage qui n'est pas serrurier, d'où peut bien lui venir ce talent. Le passé du personnage apparaît à la fois mystérieux et inquiétant. Ça me connaît. Cette phrase confirme l'idée qu'il tient cette compétence d'une longue expérience qui reste énigmatique. Pour rebondir, Balzac réutilise le verbe connaître. L'utilisation de deux termes ayant une racine commune, c'est ce qu'on appelle un polyptote. Balzac généralise ainsi en partant de la petite anecdote isolée pour révéler un éventail impressionnant de connaissances variées, mais tout aussi ambiguës. En effet, cette longue énumération nous donne l'impression que Vautrin connaît tout et son contraire, la France et l'étranger, les événements et les lois, les hôtels et les prisons. Autant les deux premiers éléments semblent assez innocents, autant l'opposition subtile qu'il peut y avoir entre les lois et les événements laisse entendre qu'il est au courant d'activités illégales. De même, on peut se demander comment il connaît les prisons. Je vais essayer d'aller un peu plus loin dans l'interprétation. Regardez les deux constructions, si, si. Les anecdotes sont présentées comme des hypothèses, il s'agit bien de ce que les gens supposent à propos de Vautrin. La faille de cette généralisation se trouve dans l'imprécision de l'article et du pronom indéfini. Quelque serrure, quelqu'un. Vautrin semble prêt à aider n'importe qui. En plus, la serrure est personnifiée avec le verbe « aller mal ». D'un point de vue superficiel, Vautrin apparaît comme une personne qui a le cœur sur la main. Or on va s'apercevoir dans la suite du texte que les services qu'il offre sont en réalité souvent intéressés. Ils sont le fruit d'une stratégie. Il n'aide pas n'importe qui, mais préférentiellement ceux qui peuvent lui apporter une aide en retour. La difficulté de ce portrait réside dans cette fausse naïveté dont le narrateur use de façon très subtile. Il avait prêté plusieurs fois de l'argent à Madame Vauquer et à quelques pensionnaires, mais ses obligés seraient morts plutôt que de ne pas lui rendre, tant malgré son air bonhomme, il imprimait de crainte par un certain regard profond et plein de résolution. À la manière dont il lançait un jet de salive, il annonçait un sang-froid imperturbable qui ne devait pas le faire reculer devant un crime pour sortir d'une position équivoque. Comme un juge sévère, son œil semblait aller au fond de toutes les questions, de toutes les consciences, de tous les sentiments. Dans ce passage, le verbe prêter est mis en équation avec le verbe rendre. On comprend que les services rendus par Vautrin réclament une contrepartie. Le mot résolution montre bien que les actions de ce personnage sont toujours dirigées vers un but. Nous allons voir que ce n'est pas un hasard si Vautrin prête de l'argent à Madame Vauquer. En effet, en tant que propriétaire de la pension, elle est justement la personne de ce microcosme qui possède le plus de pouvoir. L'ambiguïté de Vautrin est donc toujours présente à travers un système d'opposition. Il prête, mais il faut lui rendre. Il inspire une crainte malgré son air bonhomme. Balzac nous montre d'ailleurs une peur complètement irrationnelle, car elle ne repose sur presque rien. Un regard, un jet de salive. Et pourtant c'est une crainte pire que la mort elle-même. Cette expression exagérée est une hyperbole. Dans notre passage, l'énergie du personnage est perceptible à travers les verbes d'action. Imprimer, lancer, aller au fond. Le portrait, chez Balzac, va toujours plus loin qu'une simple représentation objective. Il transmet des impressions, un regard ou un coup d'œil, une manière ou un geste. Et pourtant, ces petites perceptions font surgir pratiquement des intrigues entières. Un sang-froid imperturbable qui ne devait pas le faire reculer devant un crime pour sortir d'une position équivoque. Dans cette anecdote, nous avons quasiment la trame d'un roman entier, qui reste pourtant complètement virtuel. Virtuel pour l'instant, car dans la suite du roman, Vautrin essayera de convaincre Rastignac d'épouser mademoiselle Taillefer, tandis que lui se chargerait de faire tuer le frère de la jeune fille. Ils pourraient alors se partager l'héritage. L'évocation du meurtre est donc ici une prolepse, une annonce de la suite du récit. L'évocation du crime va de pair avec la mention d'un métier lié au monde de la justice. Ces éléments laissent deviner le passé de bagnard de Vautrin qui sera révélé plus tard dans le roman. Balzac construit alors un jeu de miroir. Face à la lucidité de ce personnage remarquablement observateur, il demande à son lecteur d'être particulièrement attentif aux indices dont il parsème son écriture. Ses mœurs consistaient à sortir après le déjeuner, à revenir pour dîner, à décamper pour toute la soirée et à rentrer vers minuit à l'aide d'un passe-partout que lui avait confié Madame Vauquer. Lui seul jouissait de cette faveur, mais aussi était-il au mieux avec la veuve qu'il appelait maman en la saisissant par la taille, flatterie peu comprise. La bonne femme croyait la chose encore facile, tandis que Vautrin seul avait les bras assez longs pour presser cette pesante circonférence. Un trait de son caractère était de payer généreusement 15 francs par mois pour le gloria qu'il prenait au dessert. Le mot mœurs est étrange, car on ne voit justement que ses départs et ses arrivées. À part ces moments de transition, la vie de Vautrin reste complètement énigmatique. En fait, avec ce mot, Balzac nous indique que le peu qu'on en sait est représentatif du personnage. Il agit à la tombée de la nuit, il rentre à l'aide d'un passe-partout.
Il n'est pas difficile d'imaginer que ces activités sont illégales. Le passe-partout est un objet parfaitement symbolique du personnage, dont on nous a dit juste avant qu'il va au fond de toutes les questions, de toutes les consciences, de tous les sentiments. C'est un personnage qui ne connaît pas de barrière. Comment a-t-il obtenu cet objet? Grâce à Madame Vauquer. Lui seul jouissait de cette faveur. C'est la définition d'un privilège. Parallèlement, on dit que lui seul a le bras assez long. Cette expression courante permet de mettre en relation ses avantages et son pouvoir sur Madame Vauquer. En effet, il a bien su identifier les faiblesses de Madame Vauquer. Vautrin flatte sa coquetterie en la saisissant par la taille, ce que les autres personnages ne comprennent pas. Par ce clin d'œil, Balzac invite son lecteur à réfléchir et à comprendre que ce geste de la main est bien une manipulation au sens propre du terme. Le verbe croire est révélateur de la naïveté de Madame Vauquer. Autre défaut de Madame Vauquer, son avarice. Pour être au mieux avec la propriétaire, Vautrin paye largement son Gloria, qui est un café mêlé d'un peu d'eau-de-vie. La fausse naïveté du narrateur est encore perceptible dans notre passage par l'inversion et la suppression des liens logiques, de cause et de conséquence. Regardez. Le lien logique aussi est absurde, ce n'est pas parce qu'il jouit des faveurs qu'il est au mieux avec la veuve. C'est exactement le contraire qui se produit en réalité. Il est au mieux avec la veuve et par conséquent, il obtient des privilèges. L'inversion d'un lien de cause à conséquence, c'est ce qu'on appelle une métalepse. Plus loin, le lien est purement ignoré. C'est un trait de son caractère d'être généreux. Ici, il faut restituer la logique de cause à conséquence. Il paye généreusement son Gloria afin d'obtenir la sympathie de la veuve. Des gens moins superficiels que ne l'étaient ces jeunes gens emportés par les tourbillons de la vie parisienne, ou ces vieillards indifférents à ce qui ne les touchait pas directement, ne se seraient pas arrêtés à l'impression douteuse que leur causait Vautrin. Ils savaient ou devinaient les affaires de ceux qui l'entouraient, tandis que nul ne pouvait pénétrer ni ses pensées ni ses occupations. Dans ce passage, Balzac se moque des pensionnaires jeunes ou vieux qui ne prennent pas le temps de s'arrêter pour observer et pour comprendre. Le lien logique d'opposition, tandis que, insiste sur ce contraste entre Vautrin, qui est d'une perspicacité remarquable, et les autres qui ne perçoivent rien. La tournure de la phrase n'est pas très naturelle car elle contient une double négation. Des gens moins superficiels ne se seraient pas arrêtés à l'impression douteuse que leur causait Vautrin. Signifie bien que même des gens observateurs se seraient trompés sur le compte de Vautrin. Avec cette tournure de phrase, Balzac lance un défi à son lecteur. Serez-vous plus perspicace? On dit souvent que l'œuvre de Balzac est une œuvre de lucidité. Dans Le Père Goriot, le jeune Eugène de Rastignac fait son éducation parisienne notamment grâce à ces deux figures paternelles que sont pour lui Vautrin et le Père Goriot. Ces deux personnages vont contribuer à lui faire perdre ses illusions. Dans un autre roman qui s'intitule justement Les illusions perdues, nous verrons apparaître un Eugène de Rastignac bien déterminé à faire son chemin dans la société. Quoiqu'il eût jeté son apparente bonhomie, sa constante complaisance et sa gaieté comme une barrière entre les autres et lui, souvent il laissait percer l'épouvantable profondeur de son caractère. Souvent une boutade digne de Juvénal et par laquelle il semblait se complaire à bafouer les lois, à fouetter la haute société, à la convaincre d'inconséquence avec elle-même, devait faire supposer qu'il gardait rancune à l'état social et qu'il y avait au fond de sa vie un mystère soigneusement enfoui. Juvénal est un auteur latin qui est à l'origine du genre satirique, il a écrit les satires. C'est une influence indéniable de l'œuvre de Balzac. Cette comparaison avec Vautrin, personnage particulièrement lucide, laisse penser que ce personnage est peut-être aussi une figure de Balzac lui-même. La fin de cette description est ainsi particulièrement révélatrice du rôle du personnage dans l'intrigue du roman. Balzac nous donne des clés pour le comprendre. C'est le lien logique d'opposition qui marque ce moment de basculement. La répétition de l'adverbe souvent insiste sur l'aveuglement des pensionnaires qui ne voient pas la cohérence de ce personnage. Pour cette raison, Balzac ne dit pas les choses directement. Il ajoute des modalisateurs, des mots qui nuancent l'affirmation des verbes. Ainsi nous avons « il semblait se complaire à bafouer les lois » au lieu de dire simplement « il se complaisait ». Ou encore « devait faire supposer » au lieu de « faisait deviner ». Même si les activités de Vautrin restent secrètes, la barrière tombe effectivement si l'on sait écouter au bon moment. Il bafoue les lois justement parce qu'il conteste l'organisation de la société. Comme tout à l'heure, les liens de cause-conséquence ont été gommés, car on peut comprendre « il bafouait les lois et fouettait la haute société à cause de son inconséquence ». La suppression des liens logiques, c'est ce qu'on appelle une ascindette. L'idée de rancune est très importante dans le mouvement général de l'intrigue. En effet, tout le roman met en place l'arrivisme de Rastignac comme une sorte de revanche sur la société. La mort finale du Père Goriot ne sera qu'un révélateur, au sens chimique du terme, de toutes les observations accumulées par le jeune Rastignac. Dans le Père Goriot, le lecteur est mis dans la même situation et partage ainsi le parcours initiatique du jeune homme. Dans ce passage, Balzac nous fait le portrait de Vautrin, un personnage haut en couleur.
La description progresse du physique au moral en passant par de petites anecdotes révélant l'ambiguïté du personnage, qui se dissimule pour ainsi dire derrière un masque. Son passé reste mystérieux, mais de nombreux indices permettent au lecteur de comprendre que Vautrin est loin de marcher dans les clous de la société. Ses connaissances de la justice et des prisons, ses habitudes nocturnes, son passe-partout, tout cela éveille la suspicion du lecteur, qui découvrira plus tard que Vautrin est un ancien bagnard. Petit à petit, un décalage se creuse entre le regard superficiel et l'observation profonde qu'on peut faire de ce fameux gaillard. Avec une fausse naïveté, le narrateur laisse son lecteur restituer les liens de cause-conséquence, nous donnant alors à voir un homme prêt à manipuler ceux qui l'entourent pour parvenir à ses fins. Mais toute l'ambiguïté du personnage est là, en marge de la société. Il est pourtant particulièrement lucide sur son fonctionnement. En cela, il peut apparaître comme un porte-parole de Balzac lui-même dans le roman. Il aura notamment un rôle important dans le parcours initiatique du jeune Rastignac, qui se débarrassera de ses illusions de jeune homme afin de parvenir dans la haute société par tous les moyens. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous étudiez le Père Goriot de Balzac, je vous propose de découvrir maintenant avec moi d'autres extraits. La description de la pension Vauquer qui se trouve dans le chapitre 1, l'agonie du Père Goriot dans le chapitre 4, et enfin le convoi funèbre du Père Goriot dans le chapitre 4 également. Au revoir.